Diplômé en droit des affaires, il est régulièrement sollicité pour conseiller et défendre les organisations internationales, des sociétés multinationales, des personnalités politiques pour contentieux civils auprès des juridictions internationales et supranationales. Maître Charles Epé-Diboué nous parle du football camerounais, pris en tenaille entre légitimité et légalité. La Fédération camerounaise de football a bien fonctionné pendant les années 2000 jusqu'en 2009. Pourquoi durant cette période les tests étaient propices au bon fonctionnement du football camerounais? Je crois qu'il est important à ce niveau de rappeler d'abord qu'en 2000, le Cameroun sort d'une relative longue crise qui a débuté d'abord en 1994, qui s'est acheminée en 1998 à la suite de l'arrestation de Vincent Onona, qui contraindra la FECAFOOT à l'intervention de la FIFA à mettre en place une cellule provisoire. Alors, à la suite de cette sortie provisoire, on désignera Iya Mohamed comme président provisoire, président qui finira par être élu le 11 avril 2000. Je vous disais à la question précédente que l'histoire de la FECAFOOT est émaillée entre naissance, errance et déshérence. Alors, ces années que j'ai envie d'appeler les années Iya Mohamed sont des années qui vont relativement bien se dérouler, puisque ce qui caractérise assez globalement, et on le retrouve encore actuel dans le conflit présent auquel nous sommes confrontés, entre crise de légitimité et légalité, on ressent moins cet aspect-là durant les années Iya Mohamed. On sort d'une très longue crise. Monsieur Iya Mohamed est instauré au terme d'une élection, comme président de la FECAFOOT, et sont des années durant lesquelles, a priori, sa gouvernance semble saluée, puisque le football camerounais est un football qui réussit. En 2000, avec 2 CAN qui seront gagnés par le Cameroun. On a également les jeunes espoirs qui seront champions olympiques. Tout fait en sorte que, à dater du moment donné où la gouvernance paraît légitime, les textes paraissent a priori, puisque la légitimité n'étant pas contestée, une des façons de contester la légitimité, c'est d'avoir recours à l'interprétation, à l'analyse de textes légaux, pour voir dans quelle mesure cette légitimité pourrait être mise en branle, questionnée, ou éventuellement mettre en place un autre système qui permettrait de faire en sorte que le football se porte mieux. Donc ici, effectivement, les textes, a priori, à défaut d'être propices, ils ne sont pas mis en œuvre ou invoqués pour contester une légitimité qui semble admise, d'autant plus admise que M. Iya Mohamed sera réélu 3 fois à la tête de la FECAFOOT. Maître, revenons sur l'article 3 des statuts de la FECAFOOT, alinéa 2, qui dit que la FECAFOOT organise des compétitions de football association sous toutes ses formes. Au niveau national, s'agit-il uniquement du football amateur? Alors, puisqu'il s'agit d'une question de pure légalité, si je peux m'exprimer de la sorte, je vous propose, si vous le permettez, de vous lire la disposition normative en question et de la commenter éventuellement s'il y a lieu. Alors, l'article 3 qui définit effectivement les buts de la FECAFOOT vous renseigne ceci, que la FECAFOOT a pour but d'organiser les compétitions de football association sous toutes ses formes au niveau national en définissant au besoin de façon précise les compétences des différentes ligues qui la composent. Alors, il faut savoir que les statuts de la FECAFOOT ne sont pas le seul texte normatif qui trouve à s'appliquer dans le cadre du football camerounais. Il y a également les règlements. Alors, quand on fait une lecture assez approfondie des règlements, qu'est-ce qu'on apprend? C'est qu'effectivement, la FECAFOOT a exercé cette compétence que l'article 3, alinéa 2 de ses statuts l'autorise, qui est de déléguer l'organisation de certaines compétitions à des ligues. D'une part, la gestion et l'organisation du football professionnel est déléguée à la Ligue de football professionnel du Cameroun, et l'organisation et la gestion de matchs amicaux dans le cadre du football amateur est déléguée à la compétence des ligues spécialisées, départementales et régionales. Selon les tests de la FECAFOOT, au chapitre 6 de l'alinéa 1, la FECAFOOT organise et coordonne toutes les compétitions officielles qui se déroulent dans son ressort de compétences. Quelle est la différence juridique
entre l'article 3 des statuts de la FECAFOOT, alinéa 2, et le chapitre 6, alinéa 1. Les deux dispositions sont parfaitement complémentaires et cohérentes l'une vis-à-vis de l'autre, l'une à l'égard de l'autre. L'article 3 établit les buts de la FECAFOOT et à ce titre, elle vous rappelle déjà que la compétence générale de la FECAFOOT en matière de gestion de football camerounais. L'article 90, celui dont vous faites référence à travers le chapitre 6 des statuts de la FECAFOOT, abonde dans le sens de l'article 3 puisqu'il nous fait rappel de ceci. La FECAFOOT organise et coordonne toutes les compétitions officielles qui se déroulent dans son ressort de compétences. La FECAFOOT peut déléguer à une ligue la compétence d'organiser les compétitions. Je crois simplement que cette disposition est le prolongement naturel de ce qui a été déjà dit à l'article 3. Compétence par ailleurs de délégation qui sera mise en œuvre par la FECAFOOT à travers la création notamment de la Ligue de football professionnel du Cameroun qui elle aussi sera dotée de statuts. Et il est édifiant d'aller lire ces statuts pour se rendre compte que de nouveau on fait un renvoi particulier aux statuts de la FECAFOOT. Alors que nous disent ces statuts de façon succincte sur les dispositions qui nous intéressent? Je viserai les dispositions des articles 1, 2 et 3. L'article 1 commence par vous rappeler l'origine de la fameuse ligue. La Ligue de football professionnel du Cameroun est une émanation de la Fédération camerounaise de football. On vous dit encore que la Ligue de football professionnel du Cameroun est affiliée à la FECAFOOT. L'article 2, qui définit les relations avec la FECAFOOT, vous rappelle que la Ligue de football professionnel du Cameroun exerce ses missions sous la tutelle et le contrôle de la FECAFOOT. Et enfin, la disposition encore pertinente, c'est l'objet même de la création de la Ligue de football professionnel du Cameroun, qui est dit, la Ligue assure l'organisation et la gestion des activités du football professionnel en application et en conformité avec les statuts, codes et règlements de la Fédération camerounaise de football, ainsi que les stipulations de la convention conclue entre la Ligue et la FECAFOOT. Donc vous avez ici deux dispositions qui sont un peu plus claires, c'est que c'est une compétence réservée effectivement à la FECAFOOT, compétence qui est ensuite déléguée à des ligues spécialisées, dans le cas notamment de la Ligue de football professionnel, qui sera déléguée à la Ligue de football professionnel du Cameroun. Acteur de la société civile, formé en transformation agroalimentaire et en management stratégique, président du comité de développement du Cameroun, Victor Kakmeni parle du déploiement du Codecam de l'investissement sur l'économie socialement responsable à travers la promotion des partenariats publics, privés et décentralisés. Bienvenue sur la chaîne panafricaine Vision 4, Monsieur Victor Kakmeni. Merci, Monsieur Guy Ekwala. C'est un plaisir pour moi d'être invité dans votre chaîne en Belgique. Nous ne sommes pas loin de la ville de Lille et de Maubeuge. Nous sommes en frontière, presque en frontière française. Pouvez-vous dire aux téléspectateurs en quelques mots que représente le Codecam? Oui, disons, le Codecam en tant que comité de développement du Cameroun est une organisation camerounaise de la société civile créée en 2013 et conformément à la loi de 90. Et cette association a pour but de participer activement au développement socio-économique du Cameroun. Et tout cela en passant par le changement de mentalité. Et quand nous parlons de changement de mentalité, nous parlons de la promotion de l'éducation civique et citoyenne et en même temps la promotion du patriotisme. Et nous avons constaté que la jeunesse camerounaise ne connaît même pas l'histoire de leur pays. Et en matière de civilité, il y a encore beaucoup de choses à faire parce que le développement passera par là. C'est ainsi que nous prônons pour ce changement de mentalité, l'éducation civique, mais en même temps l'esprit d'équipe, c'est-à-dire le vivre ensemble. Vous savez, le Cameroun est un pays avec toute cette diversité culturelle, diversité linguistique, qui fait du Cameroun le Cameroun. Et l'une de nos missions également, c'est de renforcer toute cette diversité pour que nous puissions travailler ensemble et développer notre pays et dans différentes régions. Vous organisez des conférences sur l'ensemble du territoire camerounais pour l'entrepreneuriat jeune. Quels sont les objectifs visés? Disons, toutes ces conférences sur l'entrepreneuriat et l'investissement jeune au Cameroun, normalement visent à faire des jeunes des entrepreneurs. Parce qu'on ne peut pas bâtir avec un peu de management que nous avons fait dans le pays, l'étude au niveau des jeunes,
les élèves étudient et en visant la fonction publique. Or, on ne peut pas bâtir une nation avec 80% des fonctionnaires. Donc nos objectifs primordiaux, c'est de bâtir le Cameroun à travers l'entrepreneuriat. Donc former les jeunes et les orienter dans l'entrepreneuriat pour pouvoir mieux bâtir le pays à travers l'initiative privée. Vous avez des partenaires, notamment dans la transformation des ressources naturelles et agro-industrielles. De quoi s'agit-il? Oui, disons que le comité de développement du Cameroun, comme nous avions dit tantôt dans l'un de ses objectifs, vise le développement socio-économique du pays. Or, on ne peut pas développer le pays sans pouvoir transformer nos matières premières. Raison pour laquelle nous avons eu ce partenariat avec la société de Smet en Belgique, qui vise la transformation de nos matières premières. Parce que l'objectif visé ici, c'est à travers la conférence que vous avez dit tantôt sur l'entrepreneuriat jeune, cette conférence vise à faire les rotatifs dans les régions, en même temps cibler les bassins de production. Et en ciblant les bassins de production, nous devons accompagner les producteurs dans la production à l'échelle et en même temps transformer les matières premières au niveau mondial. Si nous avons étudié les valeurs de prix, donc nos productions seront au niveau mondial dans le but de concurrencer les prix, puisqu'on ne peut pas développer un pays sans exporter. Aujourd'hui, notre balance commerciale est exagérément déficitaire. Et l'objectif maintenant, c'est de viser à transformer à l'échelon mondial et puis exporter. Quels sont les projets réalisés par Codecam? Avez-vous eu le soutien du gouvernement? Oui, disons, le comité de développement du Cameroun déjà a réalisé plusieurs œuvres sur l'étendue du territoire. Déjà au niveau de conférences sur l'entrepreneuriat et le changement de mentalité, on a fait plusieurs à Yaoundé, Douala, Mawa, et en même temps sur les œuvres concrètes. Nous avions équipé les plateaux techniques de l'hôpital du district de Banja, dans le département du Onkam à l'ouest du pays. Nous avions également équipé le plateau technique de l'hôpital de Kafou, dans le maire d'Anaï, dans l'extrême nord du pays. Nous avons équipé d'ailleurs à 100%. Ce matériel hospitalier avait été donné par le deuxième complexe hospitalier belge, qui est notre partenaire de la santé, pour essayer d'équiper les plateaux techniques au Cameroun et de mettre sur pied une assurance maladie. Côté maintenant l'eau, nous avons également mis de l'eau à travers l'énergie soleil à l'hôpital de district de Banja. Nous avons également distribué des matériels didactiques au lycée de Carrefour, les ordinateurs au lycée de Carrefour. Nous avions également donné des matériels scolaires dans la région du centre, possiblement à Bankomo. Donc voilà un peu dans l'ensemble ce que nous avons fait dans le cadre des réalisations. Mais ce qui nous préoccupe beaucoup plus maintenant, c'est la promotion du patriotisme et l'histoire du Cameroun, qui est capitale pour le développement socio-économique. Vous avez abordé plusieurs problématiques sur votre feuille de route. Est-ce que le retour de l'éducation civique dans l'éducation renforcera le patriotisme? Effectivement. Déjà, l'éducation civique est très capitale pour les citoyens. Déjà, quand on voit aujourd'hui les jeunes qui sont privés de cela, déjà qui ne maîtrisent même pas l'histoire de leur pays, c'est vraiment triste. Donc, renvoyer l'éducation civique dans les écoles, c'est en même temps montrer le chemin. L'éducation, c'est le chemin, c'est la voie à suivre. Or, les jeunes sont perdus aujourd'hui. Et en même temps, je peux vous dire que notre système éducatif est erroné. Nous devons éduquer les jeunes en fonction de l'évolution de la technologie. Le monde évolue vite. Le système actuel forme les jeunes à devenir des fonctionnaires, c'est-à-dire forme des jeunes chômeurs. Or, aujourd'hui, on doit former les jeunes dans des perspectives d'avenir. Autrement dit, en les orientant, d'abord en les apprenant d'abord leur culture, leurs valeurs, l'histoire du pays, en les formant sur la maîtrise de leur pays, de leurs valeurs, des différentes cultures que forme le pays. Et c'est à travers cela qu'on peut bâtir non seulement une jeunesse avec des repères, parce que les jeunes aujourd'hui ont des repères de la colonisation. Or, nous sommes colonisés, nous parlons des langues qui ne sont pas les nôtres. Je peux aller plus loin, parlant de l'éducation. Nous devons apprendre nos cultures, nos valeurs, qui sont très importantes pour notre racine. C'est ça d'abord les repères. Et à travers cela maintenant, nous devons chercher à aimer la patrie. En aimant la patrie, nous devons dire d'abord aux jeunes, en les formant également sur cet itinéraire, et de construire le pays sur base de cela. Or, si on n'aime pas son pays, c'est ça qui fait aujourd'hui
ce que nous vivons aujourd'hui, avec la corruption de gauche à droite, jusqu'à l'échelon du pouvoir. Or, nous combattons cela. Le gouvernement camerounais a pris des mesures exceptionnelles, la CONAC, tout ça pour combattre ce fléau. Or, si on avait cet esprit du patriotisme, je pense qu'on ne pouvait pas se mettre à détourner les fonds publics pour des intérêts égoïstes, alors que la nation, la jeunesse en a besoin. Donc, c'est pour vous dire que le patriotisme est très capital et nous devons former ces gens-là dès les bases maternelles à l'école. L'éducation civique, l'éducation patriotique. Et les donner de renforcer vraiment l'amour pour la patrie. Et comme ça, nous allons bâtir un Cameroun fort, digne et surtout avec sa souveraineté. Les femmes de la diplomatie camerounaise à Bruxelles se sont exprimées sur la Journée internationale de la femme. Madame Gongue Régine Aurore, ministre plénipotentiaire, premier conseiller, Madame Julie Josiane Emki, deuxième conseiller, et Madame Bizou Ngue, épouse Christine Scholastique, conseiller culturel sur le leadership féminin et l'égalité homme-femme. Madame Aurore Ngoré, bienvenue sur la chaîne panafricaine Vision 4. Le 8 mars est une journée célébrée par les femmes et les filles du monde. Que représente la journée internationale de la femme? C'est tout un honneur. Le 8 mars, c'est d'abord une journée de commémoration. L'on commémore l'aboutissement d'une longue plaidoirie de femmes. L'on commémore le fruit d'un processus de lutte, de revendication et de débat à caractère politique, juridique, économique, social et culturel. Le 8 mars puise ses origines à travers la situation critique et le parcours silencieux des millions de femmes sans voix et sans tribune dans le monde entier. Et pour la commémorer, plusieurs repères historiques sont à ce titre illustratifs. La première référence historique remonte aux grèves déclenchées en 1857 et en 1911, autant pour moi, à New York, par des ouvrières de l'industrie textile, dénonçant leurs mauvaises conditions de travail et mauvais traitements qui se sont soldés par la mort par asphyxie d'un groupe d'ouvrières dans le lieu de travail. La deuxième référence est liée aux assises de la deuxième session de la Confédération internationale des femmes socialistes réunies à Copenhague le 8 mars 1910 et au cours de laquelle la célèbre journaliste allemande Clara Zetkin, considérée comme pionnière dans la lutte syndicale pour l'égalité des droits entre l'homme et la femme, lance l'idée de la création et de l'institutionnalisation d'une journée internationale de la femme. La troisième est l'institutionnalisation par Lénine, alors secrétaire du Parti communiste soviétique, de la journée internationale de la femme, en souvenir de la date du 8 mars 1917, où les ouvrières de Saint-Pétersbourg manifestèrent pour réclamer du pain et le retour de leurs maris mobilisés dans le cadre de la Première Guerre mondiale. La quatrième référence, c'est l'organisation de manifestations d'envergure dans les principales villes de la France le 8 mars 1948. Alors, le 8 mars 1975, l'ONU vient trancher le débat sur la paternité du 8 mars et adopte par son Assemblée générale en 1977 une résolution consacrant officiellement la Journée internationale de la femme, ce qui lui confère un caractère, une dimension universelle, vidée de toute influence et de tout contenu idéologique et partisan. Le 8 mars, c'est aussi une journée de célébration, d'évaluation, de réflexion et de recommandation. L'on célèbre les acquis, les avancées enregistrées en termes de promotion, d'émancipation et de protection de la femme. L'on s'attelle à capitaliser ces acquis, mais aussi l'on identifie les freins, les entraves et les résistances, aussi les zones d'ombre non encore explorées. Et par la suite, l'occasion est donnée pour mener de nouvelles réflexions, d'élaborer des stratégies nouvelles. Et y a-t-il des spécificités à un management féminin? Je dirais d'emblée non. Car répondre par l'affirmative correspondrait à ouvrir une fois de plus des portes à la stigmatisation du genre féminin. Cela renverrait également à accorder du crédit à la doctrine des droits dits spécifiques aux droits catégoriels des femmes. En effet, y aurait-il des droits entièrement à part dévolus à une frange d'humains à marge de l'universalité des droits consacrés par la Charte des Nations Unies de 1948? Je dirais non. Et si jamais c'était le cas, la génétique n'interférerait que dans une très faible mesure pour qualifier ou déterminer un leadership
spécifiquement féminin. Je vous demanderai par conséquent à interroger le style managérial d'Angela Merkel ou de John Sirleaf, ou alors la détermination de Hillary Clinton à briguer un mandat présidentiel. Je pense, et je fais mien ce point de vue, que chaque être est unique, singulier et par conséquent différent de l'autre, indifféremment de son sexe. C'est ainsi qu'on verra deux femmes politiques ou leaders développer deux styles managériaux distincts, parfois diamétralement opposés. Idem pour les hommes. En somme, le leadership, le charisme ou la personnalité d'un individu, indifféremment de son sexe, reste tributaire, autant pour moi, de l'éducation qu'il a reçue de ses parents, de l'environnement dans lequel il a évolué ou il évolue, de son histoire, de ses valeurs, des idéaux qu'il promeut, de ses dispositions psychiques et intellectuelles, de ses obédiences politiques, spirituelles, des relations et des échanges qu'il tisse et noue avec l'univers. Bienvenue sur la chaîne africaine de Madame Mki. Les sociétés ont évolué. Dans le cadre familial et domestique, est-ce que le partage des tâches doit être une norme ou une habitude entre l'homme et la femme? Je pense que parler de normes serait trop dire. Il est vrai que dans les sociétés occidentales, on tend vers ça parce que dans ces sociétés-là, les tâches sont véritablement reparties dans la maison. Cela va jusqu'aux dépenses où on se dit dans le couple que aujourd'hui je sors la poubelle, demain c'est ton tour, cette semaine j'ai fait le ménage, demain tu fais à manger. Cependant, dans nos sociétés à nous, en Afrique, je parlerai du Cameroun parce que je connais mieux mon pays. Parler de normes, c'est trop dire parce que jusqu'à preuve de contraire, la femme reste celle-là qui porte le ménage, qui porte la famille. Même étant au travail, elle pense à la maison, elle pense à comment les enfants vont manger, elle pense à qu'est-ce qui se passe, est-ce que l'enfant est malade et tout. Du coup, ça lui donne un peu un stress par rapport à l'homme. Certes, la société évolue, ça je ne le démentirai pas. On voit de plus en plus des hommes qui s'impliquent dans les tâches ménagères, mais pas dans toutes les tâches ménagères. C'est souvent, parfois le repassage, quelquefois, ou alors, qu'est-ce que je dirais, accompagner les enfants à l'école, c'est tout. On a des femmes qui font tout à la maison, même changer les ampoules. Monsieur, il est là, il attend. La femme, elle sort du travail, elle doit encore tout faire. Je prendrai un exemple pour étayer un peu mon argumentation. J'ai un frère, je ne vais pas le citer, mais il se reconnaîtra, qui souvent, quand il est chez moi, je lui dis, tiens, tu peux te servir à manger. Il me dit non, il n'a pas été éduqué comme ça. Je dis, mais attends, quand même, tu vas souffrir quand tu vas te marier. Et je m'amuse souvent à lui dire, je comprends pourquoi tu n'es pas marié jusqu'à présent. Donc, pour lui, être à la cuisine, c'est, je ne sais pas comment dire, c'est pas bon pour un homme. L'homme, c'est fait pour être au salon, c'est fait pour aller au bureau. Ce que vous oubliez, vous les hommes, c'est que la femme travaille déjà aussi. La femme travaille, elle occupe des postes de responsabilité. Elle n'a pas toujours seulement la maison à sa charge. Elle a aussi d'autres occupations au travail qui, bon, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas compatibles, mais je vais le dire, qui ne sont pas souvent compatibles avec le travail à la maison. Et de ce fait, elles sont amenées à prendre des femmes de ménage. Pour ma part, je pense que je pencherai plus vers le partage des tâches à la maison. Il faut bannir, en fait, si nous partons du principe qu'il faut bannir les stéréotypes sur les femmes, il ne faudrait pas se dire que la femme doit faire tout à la maison. Normalement, il faut faire des compromis dans un couple. Un couple qui s'entend, un couple qui s'aime, fait des compromis dans la maison. Le mari voit bien que madame, elle n'est pas bonne à tout faire, excusez-moi du terme.
Et de ce pas, il pourrait, pourquoi pas, aider sa femme. Ces dernières années, une majorité des femmes africaines ont occidentalisé leur aspect physique. Pourquoi cet effet de mode, décrié parfois par les femmes, a pris de l'ampleur? Pour moi, cette question, je la situerais peut-être dans l'héritage colonial. Et je crois que ça ne concerne pas la femme africaine. Moi, je dirais que ça concerne l'Africain en général. Parce que l'Africaine a été dépossédée de sa culture, dépossédée de sa coutume, dépossédée de nos langues. Bref, notre civilisation a été annihilée. Par exemple, vous et moi, nous nous communiquons, nous vivons, nous nous vêtissons, nous nous communiquons avec les langues, une langue qui ne nous appartient pas. On se vêtit par l'environnement dans lequel, par rapport à l'environnement dans lequel on se trouve. Donc, c'est ce passé colonial qui agit. Bon, maintenant, particulièrement pour la femme africaine, je crois qu'aujourd'hui, nous devons dire qu'elle prend de plus en plus conscience de son état. Et je crois qu'elle rentre dans ses propres valeurs, parce qu'il faudrait que nous comprenions qu'il y a des valeurs positives dans notre mode de vie. Nous ne devons pas seulement copier ce que nous voyons dans l'environnement occidental. Certes, on dit non, mais le produit de son milieu, mais nous avons nos traditions qui valorisent. Nous savons qu'en Afrique, la femme est valorisée. Et aujourd'hui, quand vous parlez de l'aspect physique qui change, je crois que vous parlez de la dépigmentation qui choque. En réalité, c'est de ça. Parce que moi, je dis quelque part, certaines cherchent à se renier. Bon, qu'on appelle communément, j'ai découvert l'expression dans les réseaux sociaux, le Jansang, comme on dit, qu'aujourd'hui, on refuse. Peut-être parce que dans l'environnement, nous croyons que le blanc est un modèle et nous voulons jusqu'à changer notre couleur de peau. Et qui fait que quelque part, ça crée des torts, ça crée des maladies. Donc, il faudrait que nous croyions, il faut de l'assurance. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la femme doit... Celles qui vont jusqu'à ce niveau, je crois qu'elles n'ont pas de l'assurance en elles-mêmes. Elles devraient se rassurer, avoir confiance en elles, savoir qu'elles sont belles d'abord. Je crois que notre teint, la femme noire, elle est belle avec ses atouts et tout, pour ma part. Donc je crois qu'aujourd'hui nous décrions, parce que quand vous-même vous dites que c'est décrié, parce qu'aujourd'hui on décrit. Et moi ici à Bruxelles où je suis, je vois des jeunes filles qui osent de plus en plus aujourd'hui s'habiller en africaine, bien que nous soyons, vous savez, avec des saisons en hiver, mais moi-même j'aborde mon foulard, j'aborde ma tenue africaine, je peux mettre mon manteau sous ma tenue africaine. Donc il faudrait que nous nous valorisions, parce que se dépigmenter et se maquiller, c'est deux choses différentes. Parce que la femme doit mettre en valeur sa beauté. On ne devrait pas dire que la femme mette le rouge à lèvres. Là, moi, je me suis maquillée. Mettre son rouge à lèvres, mettre son fond de teint, ça ne dévalorise pas la femme. Mais c'est une manière d'évangonder, de s'habiller. Quelque part, c'est insolent pour la femme africaine. Donc, de grâce que nous revenions dans nos propres valeurs, que nous ne copions pas pour copier, parce que je vais un peu citer le professeur Thomas Melone. C'est lui qui disait que la négritude est le propre du nègre, comme c'est le propre du zèbre de porter les zébrures. Donc, quoi que nous fassions, nous sommes des Africains, on restera africains. Les femmes sont de plus en plus actives. Comment faites-vous pour concilier la vie professionnelle et la vie familiale? Bon, je crois que la femme, c'est un être exceptionnel qui a été créé par Dieu. Et je crois que la femme porte la famille. Pour cela, quelle que soit la casquette qu'elle arbore, que ce soit une femme rurale, que ce soit une Bayam Selam, ou que ce soit une femme au bureau, je crois qu'elle n'oublie pas ce côté de maman. Donc, je ne sais pas, nous sommes obligés de concilier les deux, parce que lorsqu'on travaille, je sors, je sais que je fais mon programme, je sais que mon travail, je viens au bureau, je travaille avant de partir de chez moi, j'organise ma maison, parce que je suis là pour m'occuper de ma famille. Donc, les femmes, comme j'ai dit à l'entame, quel que soit le niveau qu'elles ont, elles ont toujours été actives. Donc, celle qui est au bureau n'est pas plus active que celle qui est au village, parce que celle-là, de plus, qui se lève à 6 h du matin, 5 h parfois pour être au champ, et avant qu'elle n'aille au champ, quelquefois c'est le bois qu'elle a déjà cherché, et elle revient du champ pour s'occuper de sa petite famille. C'est comme ça, nous sommes des êtres exceptionnels, des créatures exceptionnelles par Dieu. Dans le monde, on compte 20 femmes chefs d'État et de gouvernement. Quel a été le rôle de la femme face à cette pandémie de la Covid-19
et comment la femme perçoit cette situation d'un point de vue social et économique. Bon, est-ce que la femme ne vit pas dans un vase clos? La femme, je crois que la pandémie de la Covid-19 affecte tout le monde. Bon, peut-être on dira que peut-être plus la femme, je ne sais pas, peut-être parce que comme j'ai dit précédemment, c'est la mère qui porte la famille. Mais je crois que cette pandémie, nous la vivons tous, elle est stressante, mais on essaye un peu de protéger autant que faire se peut nos familles. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Sur le plan économique, je crois que c'est difficile pour cette femme qui se lève au petit matin, surtout lorsqu'on dit ici on met les quarantaines et tout, qui ne peuvent plus se mouvoir. Il y a des femmes qui faisaient des petits boulots qui sont maintenant en crise parce que vous savez qu'il y a certaines femmes qui sont devenues par la force des choses des chefs de famille. Peut-être parce que monsieur a perdu son boulot. Entre-temps, c'est elle qui faisait le petit boulot, qui faisait nourrir la famille. Maintenant que tout est devenu avec cette Covid, vous voyez beaucoup de gens qui perdent de l'emploi, ça devient très très difficile pour la femme, donc elle est aussi impactée. Et vous savez, lorsque la femme n'a pas de ressources, ne peut pas, c'est toute la famille. Lorsque la mère tombe, c'est toute la famille. C'est vrai, on dit que l'homme porte, c'est lui le toit. C'est comme une maison où l'homme est le toit et la femme est le ministre de l'Intérieur. Mais quand on imagine que le toit qui n'est plus là, qui ne peut rien et que la femme aussi est impactée, je crois que c'est grave. Donc ça affecte et c'est très stressant. C'est très stressant. Donc les femmes sont autant impactées par cette pandémie que les hommes. Bon, sur le plan